بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيداتي سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azul fil Lawn. Aujourd'hui, je vous présente la conférence d'Oran du 22 décembre 2016 dans sa version française. Donc, je vais parler de la sortie de la dépendance du pétrole. Il y a trois parties dans cette présentation. Tout d'abord, les leçons des pays mono-exportateurs de produits. Deuxièmement, les objectifs qui nous permettront d'atteindre donc la sortie de la dépendance du pétrole. Et troisième partie, les mesures et les mécanismes que nous préconisons pour arriver à nos objectifs. Donc tout d'abord, les leçons des pays mono-exportateurs. Après la chute du prix du pétrole en 86 à $10 le baril et la réduction des revenus de l'Algérie, l'Algérie a fait face à des turbulences sociales et politiques durant les dernières années 1980. Jamais nous n'oublierons comment la décennie noire des années 90 a été la cause du pourrissement des conditions sécuritaires dans notre pays, ainsi que les conditions économiques de toute notre population. Et comment, durant cette période, notre pays appliqua les ordres du Fonds monétaire international, le FMI, qui a conduit au chômage de milliers de nos travailleurs et l'augmentation des prix et des taxes. Aujourd'hui, chacun de nous reconnaît que l'Algérie a retrouvé de nouveau sa sécurité et a beaucoup investi après cette période dans tous les domaines, y compris l'enseignement, la santé, la recherche scientifique et l'infrastructure de base, l'électricité, le gaz, l'eau, y compris le dessalement d'eau de mer, et les logements. L'Algérie a retrouvé ainsi sa fierté dans le monde. Elle a repayé toute sa dette de 34 milliards de dollars et a épargné environ 200 milliards de dollars en devises pour utiliser dans les moments économiquement difficiles. En même temps, le taux du chômage est redescendu à moins de 10%. Nous sommes arrivés aujourd'hui, d'après les Nations Unies, à un niveau acceptable de développement humain parmi les autres nations. L'Algérie a fait face à une autre crise en 2008, suite à la chute du prix du pétrole à $30 le baril en décembre 2008. Mais nous avons surmonté cette crise grâce à la décision courageuse de l'OPEP dans sa conférence des ministres de décembre 2008 à Oran, en Algérie bien sûr. Quand le prix du baril augmente sur le marché pétrolier, ceci conduit au renforcement de notre monnaie locale, le dinar. Mais ce renforcement de notre dinar conduit à la baisse du coût de produits importés sur le marché national et augmente le coût des produits nationaux que nous exportons. Mais avec cette situation du taux fort du dinar et l'augmentation de la population et sa demande en produits de consommation et services publics subventionnés par l'État à travers les prix, notre pays entre dans cette dépendance du secteur des hydrocarbures. Les économistes appellent ce phénomène Dutch disease, la maladie hollandaise, parce que l'économie hollandaise dépendait dans le passé totalement de l'exportation d'un seul produit, le gaz du gisement de Groningen. Cette situation a eu des conséquences négatives en termes de récession dans les autres secteurs de son économie à travers le renforcement de la monnaie locale
et la préférence d'importer des produits moins coûteux par rapport à la production nationale. D'un autre côté, la baisse du prix du baril conduit à la faiblesse de la monnaie locale et l'inflation, c'est-à-dire une augmentation des prix des produits et services sur le marché local qui a un impact négatif sur le pouvoir d'achat des citoyens et surtout de la couche défavorisée. La plupart des produits et services sont subventionnés par l'État à travers les prix. Par exemple, les produits pétroliers, l'électricité, l'eau, le gaz et les produits de consommation et les logements. L'augmentation de la population et leur demande pour ces produits combinés à une baisse des revenus pétroliers conduisent à un déficit de notre budget. Nous remarquons ainsi que les ressources financières de l'État servant à subventionner baissent avec la baisse de l'exportation du pétrole à cause d'une plus grande consommation sur le marché national. Nous remarquons finalement que la concurrence à l'avenir sur le marché gazier mondial et les retards dans le développement du gaz de schiste en Algérie auront un impact négatif sur les revenus de l'État. La seule voie de sortie de notre dépendance des hydrocarbures est de créer d'autres richesses renouvelables sous forme de revenus en devises à partir de la production et exportation de produits, matières et services d'autres secteurs que le secteur des hydrocarbures. De cette façon, nous faisons baisser graduellement la proportion de la contribution des hydrocarbures dans le produit intérieur brut, le PIB, et nous amortissons le choc sur notre économie et revenus créés par la volatilité du prix des hydrocarbures. L'augmentation de richesses renouvelables en devises requiert des investissements importants dans les secteurs autres que les hydrocarbures. Mais ces demandes en investissement butent contre le rétrécissement de la capacité de l'État d'investir pour les raisons que j'ai expliquées auparavant. Ainsi, nous pourrions arrimer notre économie à des richesses renouvelables durables qui demeureront dans notre pays après le crépuscule des hydrocarbures, car ces richesses prennent leur force dans le travail et l'innovation de notre jeunesse. Pour toutes ces raisons, la voie de sortie de la dépendance du pétrole requiert, premièrement, une volonté politique forte pour aller dans cette direction, et deuxièmement, l'application d'un programme social et économique à long terme. Donc maintenant, je vais expliquer la deuxième partie, qui sont donc les objectifs du programme de sortie de la dépendance des hydrocarbures. Nous avons 4 objectifs. Premièrement, il faudrait améliorer l'efficacité de nos ressources humaines et financières de l'État, des collectivités locales, de l'administration, des compagnies et organismes étatiques, pour arriver à une augmentation continue du rôle des autres secteurs autres que les hydrocarbures. Par exemple, il faudrait qu'il y ait dans ces secteurs des objectifs simples, comme par exemple une augmentation annuelle mesurable des investissements et de postes d'emploi. De cette manière, nous pouvons évaluer et mesurer l'action de l'État et de ses démembrements. Deuxièmement, deuxième objectif, une augmentation dans la production nationale et les exportations pour créer ces richesses renouvelables en devises. Par exemple,
Il faudrait revoir de nouveau les impôts et les crédits bancaires et comment nous pouvons améliorer toute la chaîne de production et d'exportation. Par exemple, il faudrait évaluer l'efficacité des ressources humaines et le coût des matières premières et l'efficacité des services des douanes et de transport. Troisième objectif, il faudrait que nous tirons profit de notre situation géographique au sein de l'Afrique, parce qu'elle est le plus grand marché mondial où les grands se font la concurrence. Par exemple, quels sont les produits de consommation, les matières de construction et industrielles ou autres sur lesquels nous pouvons nous concentrer et exporter vers l'Afrique? Comment devons-nous organiser l'État et ses démembrements, les services des impôts et coordonner avec les opérateurs algériens à l'intérieur et à l'extérieur? Comment pouvons-nous améliorer les services de transport terrestre, aérien et maritime? Et comment améliorer le rôle de notre diplomatie dans le commerce et l'influx de capitaux vers l'Algérie? Quatrièmement et quatrième objectif, il faut recourir à la planification indicative de manière à planifier nos actions, faire le suivi et le contrôle de toutes les opérations économiques d'envergure ayant un impact sur notre orientation vers la diversification de notre économie. Nous arrivons maintenant, donc, aux mécanismes et les mesures qui nous aideront à sortir de cette dépendance du pétrole. Je préconise 15 mesures et mécanismes. Premièrement, il faut un programme de communication avec la société civile et les médias. Comme nous l'avons mentionné auparavant, il faudrait qu'il y ait une volonté politique qui doit appuyer les objectifs et l'application de mécanismes et de mesures à cet effet. Pour pouvoir arriver à nos objectifs, il faudrait aussi un programme de communication avec la société civile pour développer un large consensus sur la vision et l'application de mesures et mécanismes. Deuxièmement, un programme de réforme bancaire et de renforcement de la bourse. Il faudrait que nos concitoyens reprennent confiance dans notre système bancaire. Par exemple, il faudrait qu'il y ait un conseil d'administration, une assemblée générale dans les banques publiques et que nous renforcions l'efficacité et l'indépendance des gestionnaires dans le cadre de la loi. Il faudrait que les banques rendent compte de leurs résultats en fonction des objectifs définis par l'État et que les banques demeurent sous la supervision de la Banque centrale. Notre objectif dans ce domaine serait d'encourager l'investissement et non l'importation. Nous devons aussi encourager la création de bureaux d'études pour accélérer les financements de projets. Nous devons aussi améliorer la bourse pour alléger le fardeau de l'État dans son propre financement et celui des compagnies. Troisièmement, le rôle du ministère des Affaires étrangères. En plus de son rôle traditionnel, l'objectif du ministère devrait être de nous aider dans l'augmentation, dans les échanges commerciaux et l'investissement en Algérie. Pour cela, il faudrait que le ministère soit renforcé avec des ressources humaines et financières et qu'il soit évalué sur la base d'atteinte d'objectifs dans ces deux critères. Quatrièmement, l'amélioration des services et les coûts de transport terrestre, aérien et maritime. Notre objectif serait d'arriver aux normes internationales dans ces services
qui devrait être évalué sur la base d'atteinte d'objectifs d'amélioration par rapport aux normes internationales. Cinquièmement, la numérisation de tous les services de l'État et de ses démembrements et l'amélioration de la gestion, la coordination et la supervision. Il faudrait commencer la numérisation avec les services qui ont un impact sur la production nationale et l'exportation et l'accélération des investissements. Ces services devraient être évalués sur la base d'amélioration dans ces critères. Ce processus donnera lieu à la création de milliers d'emplois à notre jeunesse et aura un impact important sur notre croissance économique. Sixièmement, la politique de subvention, l'aide aux couches défavorisées et son corollaire d'investissement dans les services publics et les produits de consommation. Aujourd'hui, l'État subventionne tous nos citoyens à travers la subvention des prix des produits alimentaires et des services publics. L'objectif de la politique de subvention que nous suggérons est que nous arrivons premièrement à aider pleinement la couche défavorisée directement et financièrement. Et deuxièmement, à ce que nos concitoyens paient le prix réel des services et des produits de consommation. De cette manière, nous allégeons le fardeau de l'État. Pourquoi, diriez-vous? Parce que l'État n'aura à subventionner que la couche défavorisée, et cela directement et financièrement. De cette manière, nous encourageons l'investissement aussi dans les services et les produits de consommation. Pourquoi, diriez-vous? Parce que les investisseurs sont encouragés par la rentabilité financière par rapport au coût réel des services et des produits de consommation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Septièmement, le secteur informel, les bureaux de change, le taux du dinar et la création de la Banque algérienne à l'étranger et la création de la Banque pour les petits métiers. Le secteur informel ne paye pas d'impôts à l'État, mais par contre, il bénéficie de tous les services de l'État et de ses démembrements. Le secteur informel investit dans des secteurs qui ne sont pas dans le sens de l'orientation de l'économie nationale et sa diversification. Le secteur informel utilise des devises dans des transactions en dehors des canaux légaux. De cette manière, le secteur informel sabote réellement la création de la Banque algérienne à l'étranger qui pourrait absorber les devises de nos citoyens à l'étranger d'une manière légale et ainsi renforcer la balance de paiement de notre économie. La création de la Banque algérienne à l'étranger faciliterait les transactions bancaires de nos opérateurs algériens et étrangers. Nous devrions aussi organiser les bureaux de change pour qu'ils s'installent légalement et payent leurs impôts comme toute activité de service. La mise en place de ces bureaux de change nous permettra de créer un marché organisé de la devise en parallèle avec le marché officiel. Ceci permettra de déterminer un taux de change du dinar qui renforcera sa crédibilité et préparera sa convertibilité dans le compte courant en attendant sa convertibilité à plus long terme dans le compte capital. La crédibilité du taux de change du dinar et sa visibilité à moyen terme sont importants pour les opérateurs intéressés par l'importation et l'exportation des matières, produits et services.
nous devrions aussi créer une banque pour les petits métiers, car il y a une forte demande de la part de citoyens ayant de petits métiers. Huitièmement, l'amélioration dans la qualité de la production nationale à travers l'application de normes internationales. Il faudrait qu'il y ait un programme de communication de l'État et de ses démembrements pour arriver à l'application des normes internationales à toutes les matières, produits et services par tous les opérateurs et la supervision de son application sur le terrain. L'avantage de se conformer aux normes internationales est de pouvoir gagner de nouveaux marchés pour nos produits et obtenir de meilleurs prix. Neuvièmement, l'utilisation des avantages comparatifs de l'Algérie. L'Algérie se trouve pratiquement au centre de l'Afrique et très proche de l'Afrique occidentale, et elle y est rattachée par des services de transport aérien, terrestre et maritime et de télécommunications. Il faudrait que nous améliorions les coûts de transport pour le bénéfice de nos opérateurs et de leurs collègues africains. Nous devrions aussi améliorer nos relations avec les étudiants africains en Algérie pour qu'on puisse développer des relations avec eux une fois dans leur pays d'origine. Nous devrions aussi renforcer le travail de nos zaouïas avec leurs collègues africains. Dixièmement, il faudrait attirer les investissements nationaux et étrangers dans tous les secteurs et encourager l'investissement et l'exportation et non l'importation. Et je discute de la règle des 51-49. Il faudrait revoir une nouvelle fois toutes les mesures en place sur les impôts, les taxes et les crédits et notre traitement des opérateurs économiques. Concernant la règle des 51-49, ce qui devrait décider de la règle applicable dans chaque projet, ce sont les spécialistes, les opérateurs et les banquiers, car chaque projet a ses spécificités et ses conditions d'application. Dans ce domaine, nous préférons bien sûr l'investissement au prêt bancaire, car l'investisseur prend les risques avec nous dans les projets communs. Mais parce que l'encouragement de l'investissement prend un temps long pour se concrétiser sur le terrain, il faudrait utiliser les emprunts jusqu'à ce que l'investissement commence à donner ses fruits et prenne la place des emprunts. Onzièmement, nous devrions nous focaliser, nous concentrer sur les projets qui ont une rentabilité économique et financière et nous rapportent des devises. Douzièmement, l'utilisation des économies d'échelle dans nos projets. Le marché algérien, avec 40 millions de consommateurs, est un marché étroit. Et nous savons que les projets auraient de meilleurs rendements s'ils répondaient à une demande de marché plus grande. C'est à cause de cela que le marché africain nous donne les moyens et la profondeur requise pour l'exportation. Une fois réorientés vers un marché plus vaste en Afrique, nous devons utiliser les économies d'échelle dans nos projets pour réduire nos coûts par unité de production, ce qui nous permettra d'améliorer notre compétitivité avec les produits et matières importés et même avec ces mêmes produits dans les marchés extérieurs. Treizièmement,
création de zones franches pour gagner des devises. Les avantages de zones franches sont premièrement des postes de travail à tous les Algériens et deuxièmement l'intégration des devises dans notre balance de paiement. Nous suggérons 2 zones franches au sud et 2 zones franches au nord. 14e, nous devons améliorer la coordination entre les universités et les opérateurs économiques et exiger l'enseignement de la langue anglaise. Il faudrait créer un tissu de relations entre les universités et les opérateurs économiques pour améliorer les résultats de l'enseignement en termes de quantité et de qualité de gradués universitaires. Il faudrait aussi exiger l'enseignement de la langue anglaise parce que c'est la langue de l'avenir utilisée par toutes les nations développées dans le monde. Nous devrions aussi utiliser la planification indicative dans ces domaines pour orienter l'enseignement et la recherche scientifique et l'utilisation de la langue anglaise dans le but de diversification de notre économie. 15e et dernièrement, le développement du Sud. Le marché africain, avec 1 milliard de personnes, est un marché très intéressant pour les produits alimentaires, les matériaux de construction et les produits industriels et autres. Le Sud, avec ses zaouïas, a des relations anciennes avec l'Afrique occidentale, mais il a aussi des ressources humaines et naturelles importantes qu'il faudrait développer pour nous rapprocher du marché de l'Afrique, pour que le Sud devienne une plateforme pour gagner des marchés en Afrique et la création, bien sûr, d'emplois pour tous les Algériens. Je vous remercie pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.